pendant 15 ans. Mes parents ont offert des Bugatti à mes frères et sœurs pendant que je recevais des chiffons. Quand j'ai finalement acheté une maison de 2 millions de dollars, ils ont en fait engagé des voyous pour cambrioler. Alors, j'ai diffusé cela en direct pour que le monde entier le voie. C'était la veille de Noël 2024. Le vent hurlait dehors autour de ma maison intelligente sur la falaise, fouettant les vagues de l'océan en une frénésie violente contre les rochers en contrebas. J'étais assis dans ma salle de contrôle centrale, un espace que j'avais conçu moi-même, enveloppé dans un silence absolu que seule une isolation lourde et la tranquillité d'esprit peuvent procurer. Mes mains étaient serrées autour d'une tasse chaude de café noir. Les moniteurs devant moi brillaient dans l'obscurité, affichant des flux ultra haute définition provenant des 16 caméras de sécurité entourant ma propriété. J'ai regardé l'écran tandis qu'une berline cabossée couverte de rouille remontait lentement mon allée impeccable et que des silhouettes familières descendaient dans le vent glacial. Mon père Gideon, ma mère Laurelie, mon frère aîné Thorne et ma sœur cadette Sarafina. Mais ils n'étaient pas seuls. D'une camionnette rouillée garée derrière eux, 2 hommes imposants sont sortis en portant de lourds pieds de biche en acier et un coupe-boulon hydraulique. Des voyous. Des criminels au sens propre que ma soi-disant famille avait engagés pour envahir mon sanctuaire. Mon cœur ne battait pas de peur. Il battait avec un rythme lent et méthodique d'une anticipation froide et calculée. Je me suis penché plus près de la console du microphone, en augmentant le flux audio extérieur. Le son clair du métal qui claquait et des lourdes bottes qui craquaient sur mon allée de gravier a rempli ma salle de contrôle. J'ai regardé mon père, Gideon, pointer son doigt épais vers mes portes en verre de sécurité renforcées. Il a regardé le plus grand des 2 voyous, un homme au cou marqué de cicatrices. Casse juste la vitre, a ordonné Gideon, sa voix dégoulinant de cette même arrogance toxique et pleine de droits que j'avais appris à haïr en grandissant. Il ne fera rien. Il est faible. Il cède toujours. Ma mère, Laurelie, frissonnait dans son manteau de fausse fourrure bon marché, en se frottant les mains. Dépêchez-vous, a-t-elle gémi au voyou. Il gèle ici et c'est notre maison maintenant. Je veux entrer et voir le salon. Ils n'avaient aucune idée que je regardais chacun de leurs mouvements. Ils n'avaient aucune idée que j'enregistrais chaque syllabe qui sortait de leur bouche. Toute ma vie, j'avais été l'enfant invisible, le bouc émissaire, celui qui était censé s'allonger et les laisser me piétiner. Ils croyaient vraiment que j'étais encore ce petit garçon terrifié qu'ils pouvaient intimider. Jusqu'à la soumission. J'ai posé ma tasse de café. La céramique a teinté doucement contre le bureau. J'ai ouvert mon logiciel de diffusion personnalisé. Je l'avais déjà lié à un flux privé sur les réseaux sociaux, mais ce flux n'était pas vide. Au cours des derniers jours, j'avais discrètement ajouté des centaines de personnes à la liste des spectateurs. Membres de la famille élargie, congrégation de l'église de mes parents. Anciens partenaires commerciaux de Thorne, voisins de notre ancienne ville natale. Tous ceux qui avaient cru aux mensonges de mes parents sur le fils terrible et ingrat que j'étais. J'ai laissé ma souris planer au-dessus du bouton « Diffuser en direct ». Les voyous ont levé leurs pieds de biche, en coinçant l'acier froid dans le cadre de ma porte d'entrée. Sarafina a sorti son téléphone, en ajustant ses cheveux. Probablement pour préparer un faux vlog larmoyant sur la façon dont son frère cruel les avait enfin laissés entrer pour les fêtes. Un lent sourire amer s'est étendu sur mon visage. Vous voulez montrer au monde qui nous sommes vraiment? Très bien, montrons-leur tout. J'ai cliqué sur le bouton, envoyant le flux en direct vers des centaines d'écrans à travers le pays. Mais pour comprendre pourquoi ce moment ressemblait à la libération ultime d'un souffle que je retenais depuis 15 ans, vous devez comprendre l'enfer pur qu'ils m'ont fait subir d'abord. Quelqu'un croirait-il vraiment qu'une mère puisse regarder son propre fils et le traiter comme une ordure? En grandissant, ma maison était un musée d'excuses.
Et j'étais le seul objet que personne ne voulait regarder. Je m'appelle Declan. Je suis ingénieur en automatisation robotique maintenant. Mais à l'époque j'étais juste le bruit de fond dans la grande tragédie spectaculaire qu'était ma famille. Mon père était un manager de niveau intermédiaire en logistique. Un homme qui vénérait la masculinité toxique et les démonstrations bruyantes de richesse qu'il ne possédait pas réellement. Ma mère était réceptionniste dans une agence immobilière de luxe, passant ses journées à fixer des manoirs qu'elle ne pourrait jamais s'offrir, et rentrant à la maison pour déverser son amertume sur moi. Et puis il y avait les enfants dorés. Thorn, mon frère aîné, et Sarafina, ma sœur cadette. Le contraste dans la façon dont nous étions traités n'était pas seulement évident. Il était violemment humiliant. Je me souviens de mon 16e anniversaire comme d'une cicatrice physique. Je suis descendu ce matin-là en espérant juste une fois voir un gâteau ou peut-être une carte avec mon nom dessus. Au lieu de cela, l'allée était occupée par une machine massive et rugissante. C'était une Bugatti de sport d'occasion mais incroyablement flashy. Thorn était assis sur le siège conducteur, faisant rugir le moteur si fort qu'il faisait trembler les fenêtres. Il avait 19 ans. Ayant abandonné son 2e programme universitaire pour devenir un gourou de la crypto et de la finance. Mes parents avaient contracté une 2e hypothèque massive sur notre maison, se noyant dans des dettes terribles juste pour lui acheter cette voiture. Il disait qu'il en avait besoin pour projeter le succès et construire sa marque. Sarafina s'appuyait contre le capot, prenant des selfies. Pour son anniversaire 2 mois plus tôt, ils avaient loué une salle de bal dans un hôtel du centre-ville pour qu'elle puisse prétendre être une influenceuse riche pour une nuit. J'étais debout sur le porche à les regarder célébrer Thorn. Ma mère, Laurelie, m'a remarqué debout là. Elle n'a pas dit joyeux anniversaire. Au lieu de cela, elle s'est approchée en tenant un sac de course en plastique bon marché. Elle l'a enfoncé dans ma poitrine. Tiens, a-t-elle dit avec dédain. Puisque tu bricoles toujours avec des déchets dans le garage. Je t'ai pris quelque chose d'utile. J'ai regardé à l'intérieur du sac. C'était une paire de combinaisons de mécaniciens d'occasion sales qui sentaient l'huile anciennée. Un pack de savon industriel bon marché, rugueux, des chiffons et du savon. C'était mon Sweet 16. J'ai regardé des combinaisons graisseuses à la Bugatti étincelante. Ma voix tremblait quand j'ai posé la question que je savais que je ne devrais pas poser. Pourquoi lui a une supercar et moi des vêtements sales? Le visage de Laurelie s'est durci. Elle a tendu la main et lissé un pli inexistant sur la veste en cuir coûteuse de Thorn tandis qu'il s'approchait à côté d'elle. Nous avons dépensé 90 000 $ pour ton frère parce qu'il a une image à maintenir. A-t-elle dit, sa voix dégoulinant de glace. Il va loin. Tu es juste Declan. Tu aimes te rouler dans la saleté avec tes petites machines. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Juste Declan. Les mots ressemblaient à un coup à la gorge. Thorn a ri, lançant ses clés en l'air. Ne sois pas jaloux, singe graisseux. Peut-être que si tu laves mes pneus, je te laisserai t'asseoir sur le siège passager. J'ai pris le sac. Je suis allé directement dans ma petite chambre au sous-sol et j'ai jeté les chiffons à la poubelle. Je me suis assis sur mon matelas bosselé et j'ai fixé le mur en béton. Ce jour-là, j'ai arrêté de pleurer. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais complètement seul au monde. J'étais le bouc émissaire de la famille. Le punching ball qu'ils utilisaient pour se sentir mieux dans leur propre vie misérable et fausse. Je savais à ce moment-là que je devais m'échapper. Mais comment un enfant qui n'a absolument rien construit une échelle hors de l'enfer? Mon plan d'évasion est devenu mon obsession. Je me suis jeté dans les études et la mécanique avec une énergie maniaque désespérée. J'ai rejoint le club de robotique à l'école parce que l'atelier était le seul endroit où je me sentais en sécurité. C'est là que j'ai rencontré Monsieur Callahan.
Un vieux professeur d'atelier bourru qui était le premier adulte à me regarder et à voir quelque chose qui valait la peine d'être protégée. À ma dernière année de lycée, j'avais construit un bras robotique entièrement automatisé et piloté par IA à partir de pièces de récupération provenant de décharges. C'était un chef-d'œuvre du désespoir. Je l'ai inscrit au concours national de robotique organisé dans une immense arène à 3 heures de route. C'était le jour le plus important de ma vie. J'avais passé des semaines à supplier mes parents de venir. Je voulais juste qu'ils me voient une fois. Je voulais qu'ils regardent ce que j'avais construit et ressentent une once de la fierté qu'ils déversaient sur Thorn pour ne rien faire du tout. Le matin du concours, je me suis réveillé à 5 heures. La maison était complètement silencieuse. J'ai frappé à la porte de leur chambre. Mon père a répondu, l'air ivre et furieux. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il claqué. « Le concours » ai-je murmuré. « C'est aujourd'hui. Tu avais promis. » Il s'est frotté le visage. « Nous ne pouvons pas y aller. Sarafina a un spectacle de cheerleading régional. Son équipe a besoin de soutien. Mais je concours pour une bourse nationale. Ai-je supplié. La voix cassée. S'il te plaît. Il m'a claqué la porte au nez. Le bruit a résonné dans le couloir vide, un son que je n'oublierai jamais. J'ai appelé Monsieur Callahan en larmes. Il a conduit son camion cabossé jusqu'à ma maison. A chargé mon robot à l'arrière et m'a conduit les 3 heures jusqu'à l'arène. Il est resté à mes côtés toute la journée. Et quand les juges ont annoncé mon nom comme vainqueur de la première place, obtenant une bourse universitaire complète massive, Monsieur Callahan est celui qui m'a serré dans ses bras, pas mon père, pas ma mère. Nous sommes rentrés tard cette nuit-là. Le lourd trophée doré reposait sur mes genoux. Je suis entré dans ma maison, en espérant qu'il serait réveillé. En espérant qu'il verrait l'or et m'aimerait enfin. La maison était sombre. Le salon était jonché de boîtes de pizza vides et de pompons brillants du concours de Sarafina. Ils dormaient tous. Ils n'avaient même pas laissé de mots. Je suis resté au milieu du salon. Le lourd trophée glissant de mes mains et heurtant la moquette avec un bruit sourd. J'étais invisible. Je pouvais construire une fusée pour la Lune. Et il ne s'en soucierait toujours que si Thorn achetait une nouvelle chemise de designer. Le lendemain à l'école, Monsieur Callahan m'a trouvé assis seul dans l'atelier. Il a vu le regard mort dans mes yeux. Il s'est assis en face de moi, ses mains rugueuses posées sur l'établi. De clan, a-t-il dit, sa voix inhabituellement douce. Écoute-moi bien. N'attends pas que des gens aveugles voient ta lumière. Construis ton propre fils. Prends cette bourse. Quitte cette ville et ne regarde jamais en arrière. J'ai hoché la tête lentement. Je ne le réalisais pas alors, mais la dynamique familiale toxique m'avait fondamentalement changé. Je ne voulais plus leur amour. Je voulais réussir si bien. Devenir si intouchable qu'il lèverait un jour les yeux de la saleté et réaliserait ce qu'il avait jeté. Mais échapper à une famille comme la mienne n'est jamais une rupture nette. Ils sont comme une maladie. Juste quand tu penses être guéri, les symptômes reviennent. Que se passe-t-il quand l'enfant invisible entre soudain sous les projecteurs? Le jour où je suis parti pour l'université, personne n'a aidé à faire mes valises. Personne n'a fait signe depuis le Porsche. J'ai pris un bus Greyhound avec 2 valises et le lourd trophée doré. Ce trajet en bus était mon train hors de l'enfer. Pendant les 8 années suivantes, j'ai travaillé comme une machine. Je vivais dans des dortoirs exigus. Survivais avec des nouilles instantanées et passais chaque heure éveillé dans les laboratoires d'ingénierie de l'université. J'étais impitoyable avec mon temps et mon énergie. Mes parents n'ont jamais appelé. Ils n'ont jamais envoyé de colis. La seule fois où mon téléphone a sonné avec leur numéro, c'était quand ma mère m'a envoyé un texto pour demander si je pouvais co-signer un prêt pour Thorn.
Parce que sa dernière aventure crypto avait échoué. Je l'ai bloqué pendant 1 an après ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de classe avec un master en automatisation. Il n'y avait pas de famille pour acclamer dans les tribunes. C'était juste moi, Silas. Un type brillant qui est devenu mon ami le plus proche et collègue par la suite, et Monsieur Callahan. Qui avait conduit 5 heures juste pour me voir traverser la Seine. Ma carrière a explosé. L'industrie de la robotique était en plein essor et mes conceptions de systèmes y étaient. Exactement ce que les grandes entreprises technologiques recherchaient. À 27 ans, j'étais architecte système principal. Je gagnais 250 000 $ par an, plus des options d'action massives. Je vivais si discrètement et frugalement que personne n'aurait deviné ma valeur nette. J'économisais chaque centime. J'investissais agressivement. Pendant que je construisais un empire en silence, ma famille était bruyante et échouait. Par des parents éloignés, j'entendais les mises à jour désastreuses. Thorne avait détruit la Bugatti. Perdu tout son argent dans une arnaque crypto et était retourné dans le sous-sol de mes parents. Sarafina se noyait dans les dettes de cartes de crédit. Essayant de maintenir son faux style de vie d'influenceuse. Mes parents se noyaient dans les prêts qu'ils avaient contractés pour financer les délires de leur enfant doré. Puis, à 28 ans, je l'ai trouvé. Une propriété époustouflante sur la falaise. C'était un chef-d'œuvre architectural moderne fait de verre, d'acier et de bois sombre. Sur 5 acres de forêt privée avec une chute abrupte vers l'océan rugissant en contrebas. Cela coûtait 2 millions de $. J'ai payé la compte en espèces et obtenu l'hypothèque facilement. Emménager dans cette maison a été une expérience spirituelle. J'ai passé la première semaine à l'équiper d'une technologie de pointe, stores automatisés. Contrôle du climat et un système de sécurité qui rendrait une base militaire jalouse. Silas m'a aidé à câbler les serveurs. Lors de ma première nuit officielle là-bas, je me suis assis sur l'immense terrasse en bois donnant sur l'océan. J'avais un steak parfaitement cuit et un verre de bourbon coûteux. Le vent était doux. Le seul son était les vagues qui s'écrasaient. Il n'y avait pas de cris, pas de dénigrement, pas de Thorne demandant de l'argent. Pas de Laurelie me disant que j'étais inutile, juste une paix pure et sans mélange. J'avais construit mon propre fils. Comme l'avait dit Monsieur Callahan, j'étais en sécurité. Ou du moins je le pensais. Le problème quand on échappe à une famille toxique, c'est qu'on oublie à quel point ils peuvent devenir désespérés quand leur propre navire commence à couler. Et il suffit d'une toute petite erreur. Un moment d'abaissement de garde pour attirer les requins directement à ta porte. Avez-vous déjà commis une erreur si petite qu'elle a fini par faire exploser toute votre vie? J'avais toujours gardé mes réseaux sociaux verrouillés. Complètement privés et sans aucune mise à jour personnelle. Mais Silas, mon ami et collègue, était implacable. Nous étions debout sur mon balcon à regarder un coucher de soleil spectaculaire violet et orseux. Reflété sur l'océan. Declan, mec, il faut que tu célèbres ça, a dit Silas en me donnant un coup d'épaule. Tu es littéralement sorti de la boue et tu as acheté une forteresse de 2 millions de $. Poste une photo, juste une. Fais savoir à l'univers que tu as gagné. Dans un rare moment de fierté, j'ai cédé. J'ai pris une photo du coucher de soleil capturant la balustrade en verre moderne élégante de mon balcon et la terrasse étendue. Je l'ai posté avec une légende simple sur les nouveaux départs. Je n'ai pas indiqué l'emplacement. Je n'ai pas mentionné le prix, mais à l'ère d'Internet, la vie privée est une illusion. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé. C'était un numéro inconnu. Mais la sensation nauséeuse et tordante dans mon ventre m'a dit exactement qui c'était avant même que j'écoute le message vocal. J'ai appuyé sur play. Declan, chérie, c'est maman. La voix de Laurelie a coulé à travers le haut-parleur. Dégoulinant d'une fausse douceur sucrée qui m'a donné la chair de poule. Tante Martha nous a montré la photo de ta nouvelle maison sur Facebook. Oh mon Dieu! C'est absolument époustouflant. Nous sommes tellement fiers de toi. Une maison de 2 millions d'euros.
$. Nous avons regardé le quartier. Nous voulons faire Noël là-bas cette année. Toute la famille réunie à nouveau. Rappelle-moi, mon chéri. J'ai fixé le téléphone. Mon sang s'est glacé. Fier de moi. Il ne savait même pas ce que je faisais comme métier. Il voyait juste les signes de $. J'ai immédiatement supprimé le message vocal et bloqué le numéro. Je n'allais pas les laisser infecter mon sanctuaire. Mais j'ai sous-estimé leur avidité. 2 jours plus tard. J'étais au milieu d'une réunion à enjeux élevés dans mon entreprise de robotique quand la sécurité de l'accueil m'a appelé. Monsieur Declan, a dit le garde, la voix tendue. Il y a un homme ici qui prétend être votre père. Il fait une scène. Je me suis précipité dans le hall au mur de verre. C'était lui, Gideon. Il avait l'air plus vieux, le visage rouge, portant un costume bon marché qui ne lui allait plus. Il faisait les 100 pas furieusement, criant sur la réceptionniste. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés d'une excitation prédatrice. Voilà le grand ponte, a-t-il crié, en marchant vers moi les bras grands ouverts. Je me suis arrêté à 1,5 mètre. Le visage complètement inexpressif. Qu'est-ce que tu fais ici, Gideon? Son faux sourire a vacillé. C'est comme ça que tu salues ton père? Nous avons vu la maison. Declan. Tu es riche maintenant. Ton frère galère. Ta sœur a besoin d'aide. Il est temps que tu assumes et que tu agisses comme un homme. Je n'ai pas de famille, ai-je dit, la voix basse et dangereusement calme. Tu t'en es assuré il y a 15 ans. Le visage de Gideon est devenu violet de rage. Il s'est jeté en avant, attrapant mon col de chemise. Écoute-moi. Petit ingrat. Nous t'avons donné la vie. Tu nous dois. Je n'ai pas bronché. J'ai juste regardé les agents de sécurité qui se sont immédiatement précipités, attrapant Gideon par les bras et le traînant en arrière. Il s'est débattu et a donné des coups de pied, en hurlant des obscénités pendant qu'il le jetait dehors par les portes coulissantes en verre. Je suis resté dans le hall, en ajustant mon col. Mon cœur battait la chamade. Mais mon esprit était clair comme du cristal. Il n'essayait pas juste de renouer. C'était une embuscade. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Ce désespoir violent soudain. Je devais découvrir. Et ce que j'ai découvert ensuite a complètement changé la donne. Je suis ingénieur. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois aux données. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma salle de contrôle et j'ai fait une vérification discrète sur mes parents. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver le lien ironique. La justice poétique que l'univers leur avait servi. Les registres publics montraient que leur maison, celle dans laquelle j'avais grandi, avait été saisie par la banque 3 semaines plus tôt. Ils l'avaient refinancée 2 fois pour payer les dettes massives de jeux et de crypto de Tornay. Financer les factures de cartes de crédit de luxe de Sarafina. Ils avaient tout perdu. Ils vivaient actuellement dans un motel bon marché et sordide à la périphérie de la ville. Ils étaient sans abri et ils venaient de découvrir que leur fils bouc émissaire était assis sur un domaine de $2 millions avec 6 chambres vides. Je n'étais pas un fils pour eux. J'étais un radeau de sauvetage et ils étaient prêts à me noyer pour se sauver eux-mêmes. Je n'ai pas paniqué. Je me suis préparé. Le lendemain matin, j'ai engagé l'avocat immobilier le plus impitoyable de la ville. J'ai fait rédiger et livrer directement à l'accueil de leur motel miteux une ordonnance de cessation et d'abstention formelle et agressive. Le document interdisait légalement à Gideon, Laurelie, Thorne et Sarafina de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon lieu de travail ou de ma propriété. Mais un papier légal n'est qu'un papier pour les gens qui croient que les règles ne s'appliquent pas à eux.
J'avais besoin de matériel. J'ai appelé Silas. Annule tes projets du week-end. Lui ai-je dit. Nous allons à la guerre. Nous avons passé 48 heures à transformer ma maison sur la falaise en une forteresse impénétrable. Nous avons installé 10 caméras haute définition supplémentaires avec un logiciel de reconnaissance faciale. Nous avons amélioré les serrures intelligentes renforcées sur chaque porte et fenêtre. Nous avons mis en place un système de diffusion audio extérieure qui pouvait projeter le son sur toute l'allée. Chaque capteur, chaque caméra. Chaque alarme était routée directement vers le panneau de contrôle dans mon bureau et vers un serveur crypté. Puis l'attente a commencé. Je savais qu'ils ne respecteraient pas la limite légale. L'arrogance est une maladie qui rend les gens aveugles à la réalité. 3 jours avant Noël, exactement à minuit, mon téléphone a sonné. C'était un texto d'un numéro inconnu. Mais le ton arrogant et moqueur ne pouvait appartenir qu'à une personne. Thorne. J'ai reçu ta petite lettre d'avocat. Tu penses qu'un bout de papier nous arrête? La famille sait. Le sang? Petit frère. Tu ne peux pas nous enfermer dehors. Tu nous dois ça. À bientôt la veille de Noël. Laisse la porte déverrouillée ou nous l'ouvrirons pour toi. J'ai fixé l'écran lumineux dans l'obscurité. Il venait de me donner une preuve écrite d'intention préméditée de cambriolage. J'ai transmis le message à mon avocat et l'ai sauvegardé sur le serveur. Je me suis approché de la fenêtre du sol au plafond dans mon salon. En regardant l'océan noir comme poids. Il pensait venir intimider le gamin faible et invisible qui pleurait autrefois au sous-sol. Il n'avait aucune idée qu'il marchait droit dans un piège conçu par un architecte de système. Qui n'avait jamais oublié une seule insulte. La scène était prête. Les caméras tournaient. Qu'ils viennent. Si vous appréciez cette histoire de vengeance ultime, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne Revenge Silent. Laissez aussi un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à la vengeance. Le vent hurlait contre le verre renforcé de ma salle de contrôle tandis que je regardais le cauchemar se dérouler sur mes moniteurs. La camionnette rouillée et la berline cabossée tournaient au ralenti sur mon allée impeccable. Leurs phares perçant la pluie glaciale. C'était exactement comme je l'avais vu au tout début de cette nuit. Mais maintenant, la tension était suffocante. J'ai regardé les 2 voyous imposants s'approcher de mes portes d'entrée en acier renforcé sur mesure. L'un portait un lourd coupe-boulon hydraulique. L'autre tenait un épais pied de biche en fer. Mon père, Gideon, se tenait derrière eux les bras croisés. La poitrine gonflée dans cette démonstration ridicule et toxique d'autorité qu'il avait toujours aimé. Il portait son costume bon marché, ignorant complètement la pluie glaciale. Ma mère, Laurelie, était blottie à côté de lui. Elle s'est tournée vers Sarafina, qui avait son téléphone sorti. Le voyant d'enregistrement clignotant en rouge. Laurelie a immédiatement transformé son visage en une expression d'agonie théâtrale exagérée. Elle a parlé fort, en s'assurant que le microphone du téléphone capte chaque mot. « Oh, il fait si froid ici », a gémi Laurelie en essuyant une fausse larme. « Nous voulons juste voir notre fils pour Noël. Nous avons fait tout ce chemin pour réunir la famille, et il nous a enfermés dehors sous la pluie glaciale. S'il te plaît, Declan, si tu écoutes. Laisse juste ta mère aimante entrer. » J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée si fort que mes dents me faisaient mal. La manipulation purement terrifiante de tout cela était époustouflante. Si quelqu'un voyait cette vidéo hors contexte, j'aurais l'air d'un monstre. Mais j'avais le contexte. J'en avais 15 ans. Thorne est entré dans le cadre. En se frottant les mains. Il a regardé les voyous. Allez. Dépêchez-vous. Mes doigts gèlent.
Casse juste la vitre. Le voyou au cou marqué a secoué la tête. C'est du verre de sécurité haut de gamme. Mec. Un pied de biche va rebondir dessus. Il faut forcer le cadre et couper le verrou. Gideon a ricané en levant les yeux au ciel. Alors force-le. Pourquoi je te paie? Casse juste la serrure. Une fois que nous serons à l'intérieur, la loi sera de notre côté. La possession c'est les 9/10 de la loi. Il est trop faible pour nous expulser une fois que nous serons assis dans son salon. Le voyou a enfoncé le pied de biche dans l'espace entre la lourde porte et le cadre. Il a appuyé tout son poids dessus. Le métal a gémi. Le son a résonné dans le flux audio directement dans mon bureau sombre et calme. Mon doigt planait au-dessus du panneau de contrôle principal. Mon flux en direct sur les réseaux sociaux tournait depuis 5 minutes. Le nombre de spectateurs augmentait rapidement. 100 personnes, 300 personnes, 500 personnes. Des gens de notre ancienne ville natale se connectaient. Je voyais les noms apparaître dans le chat, le pasteur de l'église de mes parents. Les anciens amis de lycée de Thorne, les rivales influenceuses fausses de Sarafina. Ils regardaient tous ma famille tenter une invasion violente de domicile la veille de Noël. Le voyou a grogné en poussant plus fort sur le pied de biche. Un fort craquement a retenti quand la garniture extérieure a éclaté. Voilà, a acclamé Gideon en applaudissant. Presque dedans. Nous rentrons à la maison, les gars. Il pensait vraiment avoir gagné. Il pensait vraiment que j'étais encore cet adolescent terrifié qui se cachait au sous-sol. Il était temps de leur montrer exactement qui j'étais devenu. Comprendront-ils un jour le monstre qu'ils ont créé? Le nombre de spectateurs sur ma diffusion privée a atteint 800. Le chat était une cascade de choc, de confusion et d'horreur absolue. Les gens reconnaissaient Gideon, Laurelie et Thorne. Ils les écoutaient ordonner à des criminels de forcer ma maison. Le piège était complètement chargé. Maintenant il était temps de le déclencher. J'ai tendu la main et j'ai frappé ma paume sur un gros bouton rouge sur ma console de contrôle. Instantanément. Tout le domaine de 5 acres sur la falaise s'est illuminé comme un stade de sport professionnel. Des dizaines de projecteurs LED haute intensité montés sur le toit et cachés dans l'aménagement paysager se sont allumés aux mêmes millisecondes. La lumière blanche aveuglante a éradiqué l'obscurité, illuminant l'allée d'une lueur dure et impitoyable. Sur les moniteurs, j'ai regardé les voyous lâcher leurs outils dans une pure panique, en se couvrant les yeux de leurs mains. Gideon a reculé en trébuchant, glissant sur le gravier mouillé et tombant durement sur le dos. Laurelie a poussé un cri perçant. Sarafina a laissé tomber son téléphone, l'appareil se brisant sur le pavé. Avant qu'il ne puisse même traiter la lumière aveuglante. J'ai actionné l'interrupteur du système de diffusion audio extérieur. Ma voix amplifiée par des haut-parleurs directionnels de qualité militaire a retenti sur toute la propriété, noyant le vent hurlant et l'océan qui s'écrasait. Souriez pour la caméra, Thorne, ma voix a tonné du ciel, profonde, froide et absolument terrifiante. La moitié de notre ville natale vous regarde commettre un crime au premier degré en ce moment. Même. Le silence qui a suivi était absolu. Les voyous se sont figés. Thorne s'est retourné, en fixant les caméras de sécurité sous les avant-toits. Son visage perdant toute couleur. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a crié Thorne. Sa voix craquant de terreur soudaine. J'ai dit, ma voix a retenti à nouveau, résonnant sur la falaise. Il y a plus de 800 personnes qui regardent ce flux en direct. Le pasteur Higgins regarde. Vos anciens investisseurs regardent. La police regarde. Vous avez apporté un pied de biche à une forteresse de 2 millions de dollars. Thorne. Tu pensais vraiment que je laisserais la porte d'entrée déverrouillée? Le voyou à la cicatrice a regardé Gideon. Les yeux écarquillés de fureur. Tu as dit qu'il n'y avait pas de caméra. Tu as dit que c'était une simple dispute familiale.
C'en est une, a bredouillé Gideon en se relevant, en tenant son dos douloureux. Son arrogance remplacée par une pure panique. Il bluffe. Casse la porte. Je ne vais pas en prison pour toi, vieil homme, a rugi le voyou. Il a attrapé son partenaire par la veste. Nous partons. Ils ont abandonné leurs lourds outils en acier sur mon porche. Ont couru vers leur camionnette rouillée et ont décollé de l'allée. Leurs pneus tournant et projetant du gravier dans la pluie glaciale. Ma famille est restée complètement seule dans la lumière aveuglante. Les durs à cuire étaient partis. La fausse bravade était partie. L'Aurélie est tombée à genoux. En regardant les caméras. Declan. S'il te plaît. A-t-elle crié. Abandonnant l'acte de victime fausse et montrant un désespoir pathétique sincère. Éteins les caméras. Éteins-les tout de suite. Nous sommes tes parents. Tu ruines notre réputation. Vous avez ruiné votre propre réputation il y a 15 ans, ai-je dit à travers les haut-parleurs. Ma voix dépourvue de toute émotion. Je ne fais que diffuser les résultats. Au loin, par-dessus le son du vent, un nouveau bruit a commencé à retentir dans la nuit. Le hurlement aigu et frénétique des sirènes de police. Pas une seule, plusieurs. Je les avais appelées 10 minutes plus tôt. Le grand final arrivait. Quelle sensation cela fait-il de regarder tout votre monde brûler en quelques secondes alors que les voitures de police remontaient mon allée longue. Leurs lumières rouges et bleues peignant la pluie glaciale de couleurs chaotiques. Elles ont entouré la berline cabossée de mes parents, coupant toute chance de fuite. Une demi-douzaine d'agents ont sauté dehors. Les mains posées sur leur holster. Mains en l'air. À terre maintenant. L'agent principal a hurlé par-dessus la tempête. Thorne s'est immédiatement mis à genoux, en mettant les mains derrière la tête. En pleurant comme un enfant. Gideon a essayé de discuter. Il a pointé le doigt vers les policiers. Vous ne comprenez pas. Je suis son père. C'est une affaire de famille. J'ai le droit d'être ici. Deux agents ont attrapé Gideon par les épaules. Lui ont écarté les jambes d'un coup de pied et l'ont plaqué contre le capot de la voiture de police. Le clic bruyant des menottes en acier a résonné dans la nuit. L'Aurélie pleurait hystériquement, en serrant Sarafina. Qui fixait les morceaux brisés de son téléphone comme si toute sa vie fausse venait de se terminer. J'ai regardé les arrestations se terminer sur mes moniteurs. J'ai mis fin au flux en direct. J'ai pris une profonde inspiration, en lissant le devant de mon costume noir sur mesure. J'ai pris un épais dossier en manille lourd sur mon bureau. Puis je suis sorti de la salle de contrôle. J'ai descendu le grand escalier et me suis dirigé vers l'entrée principale. J'ai déverrouillé la lourde porte en acier et suis sorti sur le porche. Debout baigné dans les lumières de sécurité dure. J'ai regardé ma famille. Un agent est monté les marches vers moi. Monsieur Declan. Vous avez signalé l'invasion de domicile. Oui, officier, ai-je dit calmement en lui tendant le dossier épais. À l'intérieur. Vous trouverez l'ordonnance de cessation et d'abstention légale qu'ils ont violée ce soir. Vous trouverez aussi des clés USB contenant les images de sécurité d'eux engageant des criminels pour violer ma propriété ainsi que des messages de mon frère menaçant exactement ce cambriolage. L'agent a ouvert le dossier. En parcourant les documents. Il a regardé Gideon avec un dégoût absolu. Gideon pressait son visage contre le capot de la voiture de patrouille. En tordant le cou pour me regarder. Ses yeux étaient complètement injectés de sang, remplis d'une haine venimeuse et déchaînée. Tu penses que tu as gagné, a craché Gideon, la voix tremblante de rage. Tu es mort pour nous. Tu m'entends? Declan? Tu n'as pas de famille. Tu es complètement seul dans ce monde. Tu n'es qu'un traître. J'ai descendu lentement les marches.
Mes chaussures en cuir coûteuses craquant doucement sur le gravier. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. J'ai regardé l'homme qui m'avait ignoré, rabaissé et essayé de détruire mon sanctuaire. Je ne ressentais absolument rien. Ni colère, ni tristesse, juste un vide froid où l'amour d'un fils aurait dû être. Je suis mort il y a 15 ans, Gideon, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourtant portant le poids d'une étoile en effondrement quand tu lui as acheté une Bugatti Emma. Donné des chiffons sales. Tu as tué ton fils. Tu cries juste après un fantôme. Et les fantômes ne paient pas ton hypothèque. Le visage de Gideon s'est complètement relâché. Le combat s'est entièrement vidé de son corps. Il a enfin réalisé sous cette pluie glaciale que ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Les agents l'ont poussé à l'arrière de la voiture de patrouille. Laurelie et Sarafina ont été chargés dans une autre voiture. En pleurant de façon incontrôlable pendant que les voitures de police s'éloignaient. Leurs sirènes s'estompant dans la nuit. Je suis resté seul sur mon immense allée. La tempête faisait rage autour de moi. Mais à l'intérieur de ma poitrine il n'y avait que le silence. Mais les gens désespérés ne se rendent pas facilement. Jusqu'à quelle longueur folle irait-il ensuite pour voler ce qui était à moi? On pourrait penser que se faire arrêter pour un cambriolage avec effraction serait la fin. Mais l'arrogance est une maladie chronique qui pourrit le cerveau. Quelques semaines après le désastreux cambriolage de la veille de Noël. J'ai reçu une enveloppe épaisse par courrier. C'était une citation à comparaître au tribunal. Ma famille, maintenant confrontée à de graves accusations criminelles et complètement sans argent, avait trouvé un avocat désespéré et louche prêt à travailler à la commission. Il me poursuivait en justice civile pour soutien filial. Ils prétendaient qu'en tant que leur fils biologique, j'avais une obligation légale et morale de leur fournir un logement et une aide financière, exigeant la moitié de mes revenus pour soutenir leur style de vie. Mon avocat, un homme brillant et impitoyable nommé Vance, a en fait ri à haute voix quand il a lu la plainte dans mon bureau. Ils poursuivent une victime de leur propre crime violent pour de l'argent de poche, a gloussé Vance en secouant la tête. J'ai vu des choses folles dans ma carrière, de clan. Mais c'est un chef-d'œuvre de délire. La date d'audience est arrivée fin février. La salle d'audience était froide et stérile. J'étais assis à côté de Vance portant un costume sur mesure élégant projetant un calme absolu. De l'autre côté de l'allée se trouvait ma famille. Ils avaient l'air ruinés. Gideon avait perdu du poids, son costume bon marché pendait maintenant sur lui comme un épouvantail. Laurelie avait l'air vieilli, ses cheveux en désordre, le glamour faux complètement enlevé. Thorne n'était même pas là. Il avait sauté la caution et fui l'État, laissant ses parents affronter le feu seuls. Leur avocat louche s'est levé et a prononcé un discours passionné et ridicule sur les valeurs familiales, les liens du sang et comment un fils riche laissait ses pauvres parents en difficulté mourir dans la rue. Il m'a peint comme un milliardaire avide et sans cœur qui thésaurisait ma richesse pendant que les gens qui m'avaient donné la vie souffraient. Puis c'était notre tour. Vance n'a pas fait de discours. Il a simplement tendu une iPad au juge et a appuyé sur play. C'était le flux en direct de la veille de Noël. La juge, une femme âgée et sévère, a regardé l'écran dans un silence absolu. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont diffusé l'audio clair de Gideon ordonnant au voyou de casser ma vitre. Cela a diffusé le rire arrogant de Thorne. Cela a diffusé les faux pleurs de Laurelie. La vidéo s'est terminée. La juge a lentement enlevé ses lunettes. Elle a regardé mes parents et le dégoût irradiant du banc était palpable. Monsieur et Madame Gideon, a dit la juge, sa voix tremblante de fureur contrôlée. Vous avez tenté de forcer violemment la maison de votre fils avec des criminels engagés. Vous avez violé une ordonnance restrictive légale et maintenant vous avez l'audace absolue de vous tenir dans ma salle d'audience et d'exiger qu'il paie pour vos erreurs. Ce n'est pas une famille. C'est un cartel. Elle a abattu son marteau. Affaire rejetée avec extrême préjudice. De plus,
J'ordonne au plaignant de payer les frais d'avocat du défendeur en totalité. Le total est de 25 000 $. Si vous ne pouvez pas payer, vos actifs restants seront saisis. L'Aurelie s'est effondré sur sa chaise, sanglotant bruyamment. Gideon fixait droit devant lui, la mâchoire tremblante, complètement brisée. Ils sont venus pour mon argent, et à la place. La juge leur a remis une ancre de 25 000 $ pour les traîner directement au fond de l'océan. Je suis sorti de cette salle d'audience en respirant l'air le plus pur de ma vie. Mais il restait encore un fantôme qui essayait de s'accrocher. Un dernier fantôme essayant de me ramener dans l'obscurité. 2 semaines après la décision du tribunal. J'étais assis seul dans un café chic calme en centre-ville à examiner des plans d'ingénierie sur ma tablette. La cloche au-dessus de la porte a tinté et quelqu'un s'est approché de ma table. C'était Sarafina, mais elle était méconnaissable. Les vêtements de designer et le maquillage parfait avaient disparu. Elle portait un pantalon de survêtement bon marché délavé et un sweat à capuche trop grand. Il y avait des cernes sous ses yeux. Elle avait l'air petite, épuisée et complètement vaincue. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi sans demander. Ils vont être sans abri, de clan, a-t-elle dit, la voix creuse et tremblante. La juge leur a ordonné de payer tes 25 000 $ de frais d'avocat. Ils n'ont rien. Ils vont être expulsés du motel Bon Marché demain. Gideon boit toute la journée. L'Aurelie ne peut pas arrêter de pleurer. Thorne s'est enfui dans un autre état et nous a laissé ses dettes. Je n'ai pas arrêté d'examiner mes plans. J'ai lentement tracé une ligne sur l'écran avec mon stylet. Et pourquoi me dis-tu cela? Sarafina? Des larmes ont coulé sur ses cils, tombant sur la table en bois. Parce que tu es le seul qui puisse arranger ça. S'il te plaît, de clan. Abandonne les frais légaux. Donne-leur juste un peu d'argent pour louer un appartement. Ils t'ont nourri pendant 18 ans. Ils ont mis un toit au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas juste les laisser dormir dans la rue. J'ai finalement posé mon stylet. J'ai levé les yeux et rencontré son regard. Mon regard était stable. Complètement dépourvu de la culpabilité qu'elle essayait désespérément d'extraire de moi. Ils ont nourri une obligation légale, Sarafina, ai-je dit doucement. Ma voix tranchant à travers le bruit du café. Ils ont fait le minimum requis par la loi pour éviter d'aller en prison pour négligence d'enfant. Ce n'est pas de l'amour. C'est éviter un crime. Elle a étouffé un sanglot. Ils ont fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Une erreur, c'est oublier de venir me chercher à l'école. Les jeux corrigés en me penchant légèrement en avant. Acheter à Thorne une Bugatti de sport et me donner des chiffons sales et du savon industriel pour. Mon 16e anniversaire n'est pas une erreur. C'est une déclaration. Me laisser seul dans une maison vide quand j'ai gagné un championnat national est une déclaration. Amener des voyous pour casser mes portes la veille de Noël est une déclaration. Et ma déclaration en retour est très simple. L'obligation est terminée. Sarafina m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Elle a réalisé en cette seconde finale qu'il n'y avait aucun bouton secret qu'elle pouvait appuyer pour me faire m'en soucier. Le puits d'empathie dont elle essayait de puiser s'était asséché et transformé en poussière il y a 15 ans. Tu es froid, a-t-elle murmuré en frissonnant en se levant. Tu es complètement sans cœur. Non, ai-je répondu en reprenant ma tablette. Je suis juste protégé. Il y a une différence. Au revoir, Sarafina. Je l'ai regardé sortir du café. Ses épaules affaissées, disparaissant dans les rues animées de la ville. Je n'ai pas ressenti une seule goutte de remords. Je me sentais léger. Je me sentais comme si une énorme chaîne en fer avait enfin cassé, me libérant pour marcher vers mon avenir sans fardeau.
Les liens du sang étaient rompus. Mais à quoi ressemble la vie quand on arrête enfin de combattre des fantômes et commence à vivre? Pour soi-même? Cela fait exactement 1 an depuis le cambriolage de la veille de Noël. La poussière s'est complètement déposée et le silence dans ma vie est beau. Par le téléphone arabe de mon ancienne ville natale. J'ai entendu le sort final de la famille qui a essayé de me détruire. Thorne est toujours en fuite, sautant d'état en état, évitant les collecteurs de dettes et les mandats d'arrêt. Gideon et Laurelie n'ont pas pu payer l'amende de 25 000 $. Ils ont fait complètement faillite. Maintenant, l'homme qui se moquait de mes combinaisons sales et la femme qui obsédait sur les manoirs de luxe travaillent de nuit à nettoyer les toilettes publiques juste pour payer le loyer d'un petit appartement au sous-sol. Ils vivent exactement la vie qu'ils pensaient toujours que je méritais. Mais je ne me concentre plus sur eux. Ma vie est ici dans ma forteresse de 2 millions de $ sur les falaises. C'est à nouveau la veille de Noël, mais cette fois il n'y a pas de voyous dans l'allée. La grande cheminée en pierre de mon salon rugit, projetant une lueur dorée chaude sur les planchers en bois. La maison sent le pain rôti et le steak coûteux. Silas est assis sur mon canapé en cuir sur mesure, riant bruyamment à une blague tout en versant un verre de bourbon vieilli. Assis dans le fauteuil à côté du feu se trouve Monsieur Callahan, mon ancien professeur de lycée. Je l'ai fait venir ici en première classe pour passer les fêtes avec moi. Il tient un verre de vin, regardant autour de lui dans la maison incroyable que j'ai construite, rayonnant de la sorte de fierté sincère que mon père biologique n'a jamais eue. Je suis debout près de la grande fenêtre en verre, regardant l'océan sombre. La tempête fait rage dehors, mais à l'intérieur je suis intouchable. J'ai réalisé quelque chose de profond au cours de cette dernière année. La plus grande vengeance que j'ai jamais prise contre ma famille toxique n'était pas d'appeler la police. Ce n'était pas de les embarrasser sur un flux en direct devant 800 personnes. Ce n'était même pas la décision de justice de 25 000 $. La plus grande vengeance était de prouver que leur récit était faux. Ils ont passé toute mon enfance à essayer de me convaincre que j'étais sans valeur. Que j'étais juste le garçon invisible qui méritait des chiffons et des restes. Mais la vérité est que la seule chose qui me rendait faible était de croire que j'avais besoin d'eux. Leur amour pour être fort. Une fois que j'ai lâché ce besoin désespéré, je suis devenu inarrêtable. Ma richesse n'est pas seulement dans l'argent que je gagne ou la maison que je possède. Ma vraie richesse est le pouvoir absolu et inébranlable de dire non. De poser une limite faite d'acier et de regarder les personnes toxiques se casser les dents, essayant de la mâcher. J'ai construit mon propre fils et maintenant je choisis qui a le droit de se tenir dans sa chaleur. Certaines personnes de mon passé m'envoient encore des messages sur les réseaux sociaux. Elles disent que le sang est plus épais que l'eau. Elles disent que je devrais être la plus grande personne. Abandonner la colère et pardonner à mes parents avant qu'ils ne deviennent trop vieux et qu'ils soient trop tard. Mais je regarde le feu. Je regarde la famille choisie qui rit dans mon salon. Et je vous pose cette question, si le sang est si incroyablement épais, pourquoi me noyais-je dedans complètement seul pendant 15 ans? Suis-je vraiment le méchant pour avoir enfin sorti du lot toxique et appris à respirer par moi-même? Si vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Laissez un commentaire ci-dessous et je vous verrai dans la prochaine histoire. Si vous appréciez cette histoire, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne Revenge Silent. Laissez aussi un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez en ce moment. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à la vengeance.